palais de l'association du staff local de la MINUSMA, j'ai compris que de même que nous avions l'obligation d'écouter tous les Maliens, on avait l'obligation de vous écouter et parler avec vous très rapidement, parce que vous êtes dans une situation inconfortable, j'allais même dire de détresse. C'est effectivement l'adoption de la résolution qui met fin au séjour de la MINUSMA au Mali. Elle a été une surprise pour beaucoup de gens. Je crois les premières surprises, vous-même, et la MINUSMA et la communauté internationale. La résolution qui a décidé du départ de la MINUSMA, le numéro c'est la résolution 2690 du 30 juin, je crois bien, 2023, qui a entraîné la demande des autorités maliennes de départ de la MINUSMA. Et nous avons dit sans délai, c'est une décision mûrement réfléchie par les hautes autorités. Bien entendu, les gens n'étaient pas habitués à la discrétion. Ce qui fait que, à l'intérieur comme à l'extérieur du Mali, avant la déclaration du ministre des Affaires étrangères du Mali, personne ne pensait que le Mali allait oser le faire. D'ailleurs, nous est revenu que certains ont dit à d'autres qu'il ne faut pas s'en faire, il y aura peut-être 1 an, 2 ans de prolongation, mais que le Mali n'oserait pas faire ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Beaucoup ont dit cela en réalité parce qu'ils ne font pas une rétrospective. Quand vous regardez ce qui se passe au Mali, depuis la rectification, et notamment depuis l'investiture du président le 7 juin 2021 et la nomination du Premier ministre, suivi de la nomination du gouvernement le 11 juin 2021, tout ce qui a été fait, en réalité, si vous regardez rétrospectivement, on est allé de surprise en surprise. Certains nous ont abandonnés en plein vol, sans nous le dire. On a rendu compte aussi, en surprenant tout le monde, quand nous avons été abandonnés en plein vol, nous sommes organisés pour trouver des parachutes très solides. Ils ne sont pas tombés comme c'était prévu. Nous avions menacé soit de garder le statu quo, ou bien de nous laisser tomber. Le statu quo, vous savez, n'était pas acceptable. Peut-être les dirigeants à Bamako, certains qui étaient dans les bureaux, ne voyaient pas le danger. Mais les hautes autorités du pays, depuis la rectification, ont fait une lecture très claire de la situation. Des camps militaires entiers tombaient, on venait tuer les gens. Des villages entiers tombaient. Je donne souvent le cas de la base militaire d'Ndeliman, qui a été financée par la MINUSMA et construite par Barkhane. On a construit la base à coût de millions de francs CFA et on a oublié d'y faire un forage. Oublier, c'est entre guillemets. Parce que pour un ingénieur, ce n'est pas imaginable de ne pas prévoir que dans le désert, le premier besoin de l'homme, c'est bien l'eau. Et donc les militaires n'ont pas d'autre choix que de sortir, aller chercher de l'eau dans les hameaux. Qu'est-ce que les terroristes ont fait? Ils ont étudié leur passage
et ils les ont attaqués à côté d'un puits. Ils ont assassiné les militaires. Les barriques d'eau ont été remplacées par des barriques d'explosifs. Ils sont allés rentrer dans le camp, exploser. Les survivants ont fait 7 heures, ils se battaient. Mais il n'y avait pas de soutien. Et ils ne pouvaient pas amener des hommes pour les soutenir, parce qu'on n'avait pas les moyens de transport. On n'avait pas d'avion. Et l'aménagement avait des avions. Mais ceux qui devaient donner l'ordre de donner ces avions n'ont pas voulu. Donc les militaires sont morts. On s'est trouvé ensuite à Ogosago, Sobanda et d'autres. Des milliers de personnes ont tué, des centaines disons. On ne peut pas mener de renfort. On n'avait pas les moyens de transport aérien. Nous avons un pays très vaste. Nous savons que tant qu'il n'y a pas la suprématie dans les airs, on ne peut pas gagner une guerre. On peut gagner des batailles, mais pas la guerre. Notre pays était dépourvu des moyens de combat aérien. On ne pouvait pas s'en procurer parce qu'il y a des pays qui refusent. On ne peut même pas acheter des simples lunettes à vision nocturne. On décide d'acheter des hélicoptères. Les Maliens serrent leur ceinture. On arrive à débloquer l'argent. Des individus bien cravatés, bien habillés, bien parfumés s'organisent. Au lieu d'acheter les vecteurs aériens, une partie de l'argent est subtilisée, revient dans leur poche. Et ils sont des interlocuteurs de ce qu'on a appelé la communauté internationale. La plupart des postes sensibles, comme les chefs d'état-major de l'armée, ceux qui donnent l'autorisation de survol, les postes critiques, les 80% sont occupés par les citoyens d'un pays qui ne contribuent qu'à 3% au budget des opérations des Nations Unies. Les Maliens continuent de mourir en grand nombre. Les hommes politiques voyagent, ils font les meetings quand ils peuvent, ils font les élections, mais la grande masse continue de mourir. Voici la situation où on se trouve. Les résolutions changeaient d'année en année. Comme je l'ai dit, si vous regardez la résolution 2100 d'avril 2013, quand vous lisez cette résolution, elle est totalement différente de ce qui s'est passé après. C'est comme si il y a eu tromperie sur la marchandise. Parce que les Maliens ont applaudi, ont accepté, étaient enchantés de l'arrivée de cette mission. Parce que pour elle, elle va les aider à se débarrasser du terrorisme. Et qu'est-ce qu'on a vu après? Le terrorisme qui était confiné au nord s'est étendu sur 80% du territoire. Les citoyens mouraient par centaines. Les discours pleuvaient. Donc, comme je l'ai dit aux uns aux autres, pour parler de façon allégorique, vous aviez un malade qui s'appelle Mali. Il a mal à une partie de son corps. Un médecin vient, il s'appelle Communauté internationale. Il met les différents médecins, ceux qui soignent le cœur, le foie et autres. Ils viennent, on ausculte le malade,
on lui prescrit une ordonnance. Il est censé guérir en 2 semaines. Au bout de 3 mois, au lieu de guérir, son corps est malade à 80%. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend que les 20% finissent et il meurt. Ou bien, il se lève, il dit, mais il faut que je vois, est-ce que je peux regarder d'autres médecins, leur demander d'essayer de me visiter, de me faire une nouvelle ordonnance, ou me faire une nouvelle posologie, ou de nouveaux médicaments. Il dit, je vais essayer. Peut-être ajouter à l'autre, ça va me renforcer. Surtout qu'il constate qu'en 10 ans, le nombre d'hommes avec les armes est allé de 10 000 à 50 000 hommes pour sa sécurité. Elle se dégrade tous les jours. Voici l'ambiance du Mali à l'arrivée de la rectification. Il fallait donc décider. Nous avons décidé, au nom des Maliens, de regarder vers d'autres médecins et compléter celui qui n'arrive pas à nous soigner depuis 10 ans. Cela dit non. Si vous regardez d'un côté, nous on part. On plie bagage, on s'en va. Parti. On met un pied devant. Ah, moi je vais aller, si vous ne me retenez pas, je vais partir. Nous on dit Aïta, on ne retient personne. C'est comme celui qui veut se bagarrer, il veut gifler son adversaire, mais il a vu ses voisins. Il dit attention, je vais lever ma main pour le frapper tout de suite. Si vous ne me tenez pas, je vais le frapper. Avec Sanfaga, vous venez de Tombouctou. Les Tombouctou font ça, non? Il dit avec Sanfaga, tout de suite, s'ils font pas attention, pour qu'on les prenne. Attention, moi c'est Sanfaga, il ne faut pas le gifler. Nous, on n'a rien dit. Les gens, ils ont décidé de partir. Maintenant, arrivés à bord, ils disent non, on nous a chassés. Nous, on n'a chassé personne. C'est quand vous avez dit que vous partez qu'on a dit finalement, allez-y. Parce qu'on ne peut pas marchander. Parce que vous avez fait votre temps, on voit les limites. Un autre va venir, on va laisser. Tout est parti de là. Le reste est allé crescendo. Ou dans un cas, on nous amène une force qu'on appelle Takuba. On fait des papiers pour dire que quand un pays veut venir, il s'adresse à nous. Mais après, il faut qu'on donne l'autorisation. C'est comme si vous voulez aller en France ou dans un pays étranger. Vous êtes invité, mais après, il faut avoir le visa. Le Mali n'a pas donné de visa, des forces spéciales débarquent dans notre pays. Sans autorisation de l'État malien. Nous avions la Hongrie, le Portugal, je crois, le Danemark et un autre pays. Leur demande était en examen, les Danois ont débarqué. Nous avons dit qu'il n'y a pas de visa. Ils disent non, ils doivent venir. Mais nous avons dit non, c'est pas comme ça, ça c'était avant. Maintenant là, il faut avoir un visa. Le Mali n'est pas un passoire où vient qui veut, par qui veut. Voici la situation d'ensemble. On nous a dit G5 Sahel. G5 Sahel a des réunions tournantes. Le tour du Mali arrive. Les pays disent qu'ils ne viennent pas au Mali. On fait exprès que le tour du Mali passe. Et on veut faire ça ailleurs. Le Mali dit qu'il n'est pas là-dedans. Parce qu'en réalité, le G5 Sahel, c'était quoi? Chaque pays a ses forces chez lui. Ce n'est pas les forces de notre pays qui viennent. C'est les mêmes personnes. Ils ont simplement un autre nom. Donc nous, Tara, on change seulement l'étiquette sur la tenue. Ça ne change rien. Mais les Maliens ne savaient pas ça. Ils pensaient que c'était une force avec des armes qui ne combattait pas du tout. Et donc, on était dans une situation où si on ne faisait pas attention, voici ce qui allait arriver. Vous savez, on a vu des pays asiatiques, notamment en Afghanistan,
La communauté internationale a fait 20 ans. Pas 10 ans comme chez nous, 20 ans. Chaque fois, il y avait des élections. On mettait un nouveau président. Les gens continuaient à mourir. Et puis un jour, la communauté internationale, ou le pays qui dirigeait là-bas, a décidé que lui s'en va. On n'a pas demandé l'avis des Afghanistan. Les gens qui mouraient là, on n'a pas demandé leur avis. On a décidé juste de partir. Qu'est-ce qu'on a constaté? Il y en a qui, dans le désespoir, s'accrochaient au train de décisage des avions. Mais c'est ce qu'on voulait pour le Mali. C'est-à-dire qu'on allait faire 10 ans, 20 ans, et puis un jour, quelqu'un va décider qu'ils s'en vont. Nous n'aurons aucune emprise. Tout ce qui restait au Mali, c'est de s'accrocher au train d'atterrissage, ou bien ceux qui ont les doubles nationalités, ils prennent l'avion, ils s'en vont. Certains d'entre vous, la mort dans l'âme allait rester ici au Mali. D'autres allaient quitter. D'autres allaient même perdre leur vie. C'était le cas dans ce pays. Parce qu'ils ont travaillé avec la communauté internationale. Ils n'avaient pas d'autre solution. On est venu les considérer comme des personnes qui n'aimaient pas leur pays. Alors qu'ils n'avaient pas le choix en réalité. Un autre cas. Les gens viennent dans un pays. On oblige les citoyens à faire ce qu'on veut. Il y a des pays où il y a eu des milliers de morts. Parce que le riz qu'ils cultivaient chez eux, il y a un autre pays, dit de la communauté internationale, qui voulait prendre pour nourrir ces soldats et ces citoyens. Donc on leur retirait tout le riz qu'ils produisaient. Les citoyens de ce pays, la meurent de faim, et on nourrit d'autres avec le riz. Beaucoup meurent parce qu'on a cassé toutes les petites industries qui transformaient le coton. Parce qu'on a besoin du coton pour l'amener dans un pays dit de la communauté internationale pour faire des habits pour leurs citoyens et leurs militaires. Les citoyens de ce pays-là mouraient comme ça, de famine. Voici les situations qui se présentaient au Mali. Nous avons regardé de par l'histoire. Qu'est-ce qui se fait? Vous savez qu'on n'invente pas la roue. Les cas dont je vous ai parlé là sont irréfutables. C'est connu de l'histoire. Donc nous avons décidé que nous allons essayer autre chose. Nous allons changer de paradigme. Nous allons chercher d'autres médecins avec d'autres médicaments, d'autres posologies. Tout notre problème, c'est ça. C'est ce que nous avons appelé l'exercice plein et entier de la souveraineté du Mali. L'exercice plein et entier du droit des Maliens à choisir leurs partenaires stratégiques. Et le tout pour défendre les intérêts du Mali et des populations. C'est pour cela que je suis très heureux de votre attitude. Parce que vous étiez là avant l'arrivée de l'aménagement. Vous viviez, pas aussi confortablement peut-être, et avec le départ de l'aménagement, vous n'avez pas paniqué. Vous avez décidé de vous organiser, rester malien, rester derrière les autorités maliennes, mais poser clairement sur la table votre situation, pour que l'État le prenne comme celui des citoyens qui ont un problème. Et nous sommes là au service des citoyens. Le gouvernement n'existe que parce qu'il y a des citoyens. Il n'existe parce qu'il doit résoudre les problèmes. Un gouvernement qui ne résout pas les problèmes n'est pas un gouvernement. Les problèmes peuvent ne pas être, les solutions peuvent ne pas être satisfaisantes, mais il est obligé de les résoudre. Et vous, vous êtes organisés, au lieu d'aller dans tous les sens, crier sur tous les toits, parce que c'est l'habitude un peu au Mali, faire des marches avec des barricades qui n'amèneront nulle part. Vous avez décidé de vous organiser, de parler en toute responsabilité avec les décideurs, poser sur la table votre situation et voir qu'est-ce qui peut être fait.
C'est une attitude noble que personnellement je salue et tout le gouvernement salue. Je voudrais vous féliciter pour cela. C'est pour cela que quand j'ai eu votre demande d'audience, j'étais très sensible, j'ai donné le rendez-vous immédiatement. C'est après qu'on m'a dit que vous n'étiez pas tous bien préparés. On a donc remis à aujourd'hui. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'au moment où nous préparions le départ de l'aménagement, dans la plus grande discrétion, comme toutes les grandes décisions que nous avons eu à prendre, les ambassadeurs sont partis, les radios sont fermées, des citoyens non invités qui sont venus ont été attrapés. C'est dans la plus grande discrétion. C'est la même chose qui a été faite. Depuis ce moment, parmi les questions auxquelles le gouvernement doit faire face, la situation des citoyens que vous êtes, qui vivaient grâce à cette institution, était posée comme problème. Nous savions que tôt ou tard, il faut y faire face. Sinon, ce n'est pas un gouvernement digne de ce nom. Dans d'autres lieux, peut-être il y a des gouvernements qui le font, mais pas le nôtre. C'est pour cela que, immédiatement, après la résolution 2069, je crois bien, 2690, le gouvernement a mis en place un comité interministériel. Vous êtes déjà au courant parce que vous suivez de façon très attentive, courageuse et assidue vos dossiers. Un comité interministériel qui a 3 groupes de travail. Le groupe de travail défense, sécurité, logistique. Le groupe de travail activités programmées, les tâches qui doivent être transférées, qui peuvent continuer à s'exercer. Et le groupe de travail atténuation de l'impact du retrait de l'aménagement. Ça vous concerne directement. Et c'est sur l'ensemble du territoire national. Le président de la transition suit personnellement. À chaque réunion de ce groupe, compte rendu doit lui être fait. Parce qu'il a l'habitude de nous dire que le centre de gravité du pouvoir de la transition, là, c'est le peuple. Il ne s'agit pas d'être apprécié ailleurs, comme certains le font en Afrique. On vous dit un gouvernement bien élu, vous êtes bien jusqu'au jour où votre peuple vous dit de partir. On doit suivre au quotidien les préoccupations des Maliens, apporter des solutions, peut-être souvent ne sont pas satisfaisantes, souvent elles le sont. Donc c'est pour cela que ce groupe fait beaucoup de travail en son sein. Tous les ministères impliqués, le ministre des Finances, le ministère de l'Emploi, de l'Entrepreneuriat, le ministère de l'Industrie et du Commerce, et bien sûr, tout cela est chapeauté par les affaires étrangères, pour aboutir à ce que nous avons appelé un retrait ordonné de l'aménagement, coordonné avec les Maliens, et un retrait qui va être suivi jusqu'au bout, pour qu'on n'en parle pas comme ça et on le laisse. C'est à l'application de cela que nous sommes. Et d'après les comptes rendus qui m'ont été faits, et faits au président par les différents ministres, je crois que le dossier avance. Peut-être pas à la satisfaction de tout le monde. Donc s'il y a des problèmes, il faut les poser. Ces problèmes seront examinés au fur et à mesure. Mais il est hors de question de faire comme si ce problème n'existe pas. Les solutions peuvent ne pas donner satisfaction à tout le monde. Et puis c'est une question un peu complexe. Parce que certains travaillent dans des zones d'où ils ne sont pas. En fait, c'est des fonctionnaires qu'on a appelés là-bas. Bon, donc il y a beaucoup de situations. D'autres sont chez eux. Bon, c'est là-bas qu'on les a recrutés. Ce n'est pas qu'on a recruté ailleurs et les amenés.
Donc, chacun a ses problèmes à lui, parce que c'est des problèmes individuels. Des prêts dans les banques, qu'on n'a pas prévu, le départ sans délai. Là. Les gens avaient prévu peut-être un an et demi. Et maintenant que c'est sans délai, il faut aussi régler les problèmes des prêts sans délai aussi. Hein? Il faut les régler aussi sans délai. Et comme c'est le gouvernement qui a prononcé sans délai le premier, il faut qu'il vous aide aussi à trouver les solutions sans délai. Donc, c'est ça la situation. Voici comment nous voyons les choses. Parce que notre pays n'avait pas le choix. Il allait à la disparition. Nous avons dit non. Les militaires n'avaient pas le choix. Parce qu'on l'appelle la grande muette. Ils ne parlent pas. Ils encaissent tout. Ils voient tout. Ils comprennent tout, mais ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas manifester leur mécontentement. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas contents. Parce que c'est le règlement de leur profession. Vous savez ce qu'un ami m'a dit, il est proche des militaires. Il dit qu'à un moment, ils ont regardé l'armée malienne, qui était considérée comme une armée très forte. Ils ont été tellement affaiblis qu'il y avait une boutade qui dit que l'armée de l'air est tombée par terre au Mali et l'armée de terre a foutu le camp à l'air. Vous imaginez? L'armée de terre, l'armée de l'air est tombée et l'armée de l'air a foutu le camp à l'air. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas d'armée. Et ils se retrouvent avec le Mali dans les mains. La carte, c'est comme vous retenez un mur. Ce mur-là, c'est comme la carte du Mali, qu'ils tiennent avec les deux mains pour que le mur ne tombe pas. Vous imaginez un homme, vous tenez un mur Mali et il y a des gens qui tirent votre pantalon en bas. Qu'est-ce que vous faites? Vous gardez le mur ou vous laissez enlever le pantalon? Si on enlève le pantalon, à la Kansutra. Donc ceux qui sont derrière, ils vont se mettre à rire. Les militaires ont dit, on tient le mur, ils n'ont qu'à enlever le pantalon. Et des gens se sont mis à se moquer d'eux. Ah, les militaires fuient. Ah, dès que tu tires, ils fuient. Ah, les militaires ne sont bons que pour les coups d'État et les défilés. Mais ils ont préféré tenir le mur Mali pour qu'il ne tombe pas. Jusqu'au jour où la rectification est survenue. Et aujourd'hui, ce militaire-là, il est peut-être dans un char, il est dans un avion, il pilote un drone. En tout cas, aujourd'hui, il ne tient plus le mur et son pantalon, là, on l'a vraiment remis à sa place. Ceux qui ne l'ont pas vu ne le verront plus jamais. Je crois bien. Voici la situation dramatique de notre pays. Ça fait rire un peu, mais c'est pour vous détendre. On était dans une situation où on n'avait pas le choix. Il fallait le sens de la responsabilité, avec toutes ses conséquences, qui ne sont pas faciles. Comme toutes les nations, j'allais dire toutes les grandes nations, on ne sort jamais de difficultés sans relever les défis. On ne règle jamais les problèmes de façon facile. Et c'est ça le rôle d'un gouvernement. Aider sa population à trouver des solutions aux problèmes qui lui sont posés. C'est ça le sens d'un gouvernement. S'il n'y avait pas de problème, il n'a rien à faire. Donc vraiment, je crois que le président est très attentif et tout le gouvernement. On ne va jamais oublier nos citoyens. Parce que la force de notre pays, c'est les hommes. On n'a vu aucune manifestation dans le pays. Et c'est ce qui avait été dit. Quand on voulait nous faire peur, nous on a regardé toutes les hypothèses quand on n'avait pas déclaré le départ sans délai. C'était, on pensait que dès qu'on va le faire, les Maliens vont se retourner contre nous. Mais les Maliens ont eu le sens patriotique plus élevé que leurs intérêts personnels. Parce que d'abord, comme je dis, ils existaient, ils vivaient avant l'arrivée de la MINUSMA. Ils vont exister et vivre après le départ de la MINUSMA. Mais entre les deux, il y a un choix à faire. Leur gouvernement a fait un choix. Les citoyens ne se sont pas mis contre lui. Certains l'ont soutenu, d'autres, la mort dans l'âme, se sont tus. Mais on n'a pas vu de manifestations hostiles
pour critiquer le gouvernement. On a beaucoup apprécié cette attitude patriotique et je voudrais vous en féliciter vraiment. Beaucoup ont sacrifié beaucoup de choses, ils ont tout perdu. Mais ils se sont dit, je suis d'abord malien avant d'être travailleur, à fortiori travail de l'aménagement. Donc vraiment, merci beaucoup. En tout cas, moi, je veillerai personnellement sur l'instruction du président de la transition pour qu'on ne laisse personne au bord de la route. C'est ça notre souhait, qu'on ne laisse personne au bord de la route. Maintenant, les cas de chacun sont différents, ils vont être examinés par les personnes qui sont payées pour cela au niveau de l'État. Voici ce que je voulais dire, Monsieur le Président. Je voudrais vraiment vous remercier encore pour votre patriotisme, vous saluer pour votre courage et votre endurance et votre sens de l'histoire. Parce qu'il y a des pages de l'histoire, une nouvelle page qu'on est en train d'écrire. Et cette page, vous ferez partie de ceux qui l'auront écrit. Parce qu'un jour, quand on va parler de la communauté internationale, on parlera des travailleurs qui étaient là-dedans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils se sont comportés? Ce jour, il y aura des témoignages que, comme je l'ai dit, le gouvernement est dans la situation du père de famille qui a certains de ses enfants qui ont un grand souci existentiel. Et ce père de famille décide de consulter un certain nombre de spécialistes qui travaillent spécifiquement dans les 3 commissions dont je vous ai parlé et qui normalement doivent examiner de façon holistique toutes les questions qui seront posées, y compris celles-là. Il y a d'autres auxquelles vous n'avez pas pensé peut-être, qui seront plus compliquées d'ailleurs, d'autres plus simples. C'est ça le rôle de cette commission, c'est de voir toutes les possibilités qu'il y a pour aboutir à ce que j'ai dit, ne laisser personne sur la route. Tendre la main à tous ceux qui tombent pour qu'ils se le rêvent. On est dans une bataille, j'avais l'habitude de dire aux amis qu'on est dans une bataille où on rentre dans un vent de sable très trouble, ou même des cercles de feu, certains vont tomber. Il faut leur tendre la main et les lever pour traverser les marigots difficiles, pour que demain après-demain, vous puissiez peut-être témoigner qu'en 2023, vous avez une situation très difficile, qui était presque sans espoir, mais voici ce que vous avez fait. Vous allez l'enseigner peut-être à vos enfants, parce que le monde sera de plus en plus difficile, de plus en plus dur. Le monde sera comme la société, comme une locomotive. Il y a des gens dans les wagons, ça c'est les moteurs, c'est l'élite, c'est vous et d'autres. Et là, dans la locomotive, disons, quelques personnes, c'est l'intelligentsia, la crème, ça c'est vous et d'autres. Et la grande masse sera dans les wagons. Mais il faut arriver à bonne destination. Les locomotives sans les wagons, ils ne servent à rien. Les wagons sans les locomotives ne servent à rien, il n'y a pas de train. Donc, on fera ce qu'il faut pour que tout le monde puisse arriver à bon port. Peut-être avec quelques blessures plus ou moins légères, mais que personne ne dise qu'on a laissé tomber. En tout cas, c'est ça le souhait, c'est ce qu'on a toujours dit aux techniciens quand nous les rencontrons. Il ne faut pas que les gens, on les laisse tomber. Ils peuvent ne pas avoir toute satisfaction. Ça, c'est possible. Mais dire que quelqu'un a été abandonné comme ça, en plein vol, sans parachute, on va essayer de l'éviter. Voici ce que je pourrais vous dire. Donc j'espère que ce message, il a été dit et répété. On va le répéter aux autres. N'oubliez personne. Tous les problèmes, il faut les examiner. Merci beaucoup. Merci.